30 secondes chacun. Thierry Mbonnet là-dessus. Est-ce qu'il faut changer de paradigme de gestion de la question en réalité pour davantage impliquer les élus locaux, les chefs de secteur, les chefs de quartier, les maires ou si vous voulez les délégations spéciales pour que nos quartiers, nos rues soient tout simplement propres? Oui, nos rues, mais aussi à l'intérieur de nos quartiers. Oui. À l'intérieur de nos quartiers. Et quand vous partez à Coronti ou quand vous partez dans certains quartiers de la haute banlieue et que vous voyez des concitoyens cohabiter avec certaines des montagnes d'immondices, mais aussi des eaux stagnantes, et vous comprenez que le cadre de vie n'est pas vraiment assaini. Et je pense que la question de l'assainissement est une question entière. L'État refuse de se débarrasser alors que c'est une question, ça fait partie des prérogatives qui sont transférées aux collectivités. Mais puisque c'est quelque chose qui peut justifier des dépenses ou des sorties d'argent, le ministère de l'administration du territoire, par exemple, a toujours fait sa chasse gardée. Et l'ANASP a toujours manqué de subventions, vous le savez, vous et moi. Et oui, à un moment donné. Ensuite, au lieu de doter les communes de moyens pour débarrasser les quartiers, les marchés et autres les lieux publics de ces ordures-là, c'est plutôt le ministère de l'administration du territoire qui gérait cette question. Bien. Mais le problème d'ordures est un problème entier là aussi. C'est-à-dire qu'on gère de façon conjoncturelle. Sinon, les ordures, c'est la collecte, la précollecte, la collecte, le transport, mais aussi le traitement. Aujourd'hui, quand on ramasse les ordures dans les quartiers, on les prend, on les envoie au niveau des voies publiques. Les camions qui viennent les prendre, les envoient où en fait? Ils les envoient soit dans la mer ou au niveau de Dar Salam. La décharge Dar Salam exposent cette population environnante à des cas de maladie, à des inondations. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ce qu'on a dit tout le temps ici, de la transformation de ces déchets-là? Parce qu'il y en a ces déchets-là qu'on peut transformer. Pourquoi on ne va pas vers cela? Je pense que là aussi, comme dans beaucoup d'autres secteurs, on fait du surplace, on essaie de collecter ici, on envoie de l'autre côté, mais après, la ville redevient ce qu'elle est, à savoir une ville sale avec des moustiques, avec des questions de santé publique qui se posent. Et à chaque fois que la saison hivernale arrive... Par endroit aussi, hein? Oui, non, ça se justifie. Par endroit où, quoi? Abidjan, non, laisse tomber. Non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On ne va pas s'attarder. On balaye les rues la nuit. À Abidjan, on balaye les rues la nuit. On nettoie. C'est propre. À Abidjan, je vous informe. Y a-t-il de non-dit par rapport à Abidjan? Jeter les ordures à partir de votre véhicule est réprimé par une loi. Est-ce que ça existe ici? Non. On le sait bien. Alors je vous pose la question. On a tous été à Abidjan. On sait qu'il y a des endroits où vous allez. Apparemment, il y a des points noirs. Donc moi je voulais dire la question. Non, absolument. Je vous formule une question. 30 secondes. Je vais poser une question. Entre les acteurs, je vous renvoie sur les acteurs. Vous avez une ligne, vous pouvez la développer. Pourvu que ce soit en 30 secondes. Entre les acteurs impliqués, il a parlé de l'ANASP, le gouvernorat, le ministère de l'administration du territoire et les privés que sont les PME. Non, les privés qui sont Al-Barak et Puccini, qui ne joue pas son rôle selon vous sur la chaîne en réalité? Non, quand on prend sur la chaîne, globalement, c'est l'État. En une minute. Oui, l'État face aux autres privés qui ne jouent pas pleinement son rôle. L'État face à Al-Barak, par exemple, parce que l'État doit subventionner. Il y a un contrat entre l'État et Al-Barak, par exemple. Si l'État, parce que la dernière fois, on nous le disait que ça fait 11 mois, je crois, 11 mois que l'État n'a pas payé un rond à Al-Barak. Et Al-Barak prenait au même moment du carburant qu'il mettait à la disposition d'autres structures pour l'ANASP pour passer au ramassage des ordures. L'État est en grande partie responsable. Mais vous avez posé une question dans la question tout à l'heure de Thierno Amadou Camara. Faut-il aller à un changement de paradigme? On parle de changement de paradigme lorsqu'il y a un paradigme déjà. Mais nous n'avons pas de paradigme en Guinée. Il n'y a pas de politique. On n'a pas de paradigme en Guinée. On n'a pas de politique en Guinée. Avant. Aujourd'hui. Oui. Par exemple, il y avait la police verte, c'est ça? Il y en a encore. Il y a la police verte. Ça, c'était pour conscientiser et réprimer en même temps les actions non citoyennes. Soriba Sorel, je crois, après à son nom, qui avait créé cette police verte. Ça, c'est pour les citoyens. Indélicat.
N'est-ce pas? C'est pour les citoyens indélicats. Pas autant que... C'est important ce qu'il est en train de rappeler. Pas autant... Donc il n'y a pas de politique. Pas autant que... Pas autant que Conakry a été propre à un moment donné. Bien. Conakry n'a jamais été propre. Bien. Oui, à un moment donné, si. Non, Conakry... à un moment donné. Ça, c'était quand on parlait de perles de l'Afrique. Bien. Quand on parlait de perles de l'Afrique, depuis après l'appellation de perles de l'Afrique, Conakry n'a jamais été propre. Aujourd'hui, on prend les ordures, on les envoie où? On les traite comment? Est-ce qu'il y a un traitement? Il n'y en a pas. On a vu Mohamed Saïd Fofana qui allait poser la première pierre du côté de Kagbele pour le traitement des déchets. On nous parlait à l'époque de transformation en engrais, entre autres. On en est où avec? Bien, rien. Il n'y en a pas eu. On a parlé de la décharge de Koya aussi, de Kouria. De Kouria également. Avec un financement de l'AFD. On a annoncé, ça n'a rien donné. L'État est responsable. Je vais terminer rapidement. L'État est responsable, mais nous sommes aussi par endroit responsables. Les citoyens, nous sommes aussi responsables. Juste une seconde, les 3 secondes de Babila. Sinon, il va terminer après. Je vais terminer. Terminer. Donc, je disais, nous sommes par endroit aussi responsables. Les petites PME qui se débrouillent dans les quartiers, le Guinéen refuse de s'abonner auprès de ces PME, même si ces PME également ont des insuffisances, ont des problèmes aujourd'hui dans les quartiers, mais il faut s'abonner pour exiger certains droits. Mais lorsque vous n'êtes pas abandonné, vous préférez plutôt garder vos ordures, mettre dans les caniveaux, entre autres, ou derrière la fenêtre de votre voisin, dès que la première pluie tombe, pour que ça draine pour aller encore poser devant une autre porte. C'est à ce niveau où les chefs de quartier ne sont pas impliqués. Oui, parce que les chefs de quartier, les chefs de secteur, parce qu'ils ne sont pas impliqués, ils regardent un citoyen avec un seau d'ordures rempli qui va les déverser dans la rue. Dans la rue, mais il ne parle pas. Il regarde. Parce qu'il se dit qu'il n'est pas impliqué. Il n'est pas impliqué. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est Al-Barak qui va nettoyer Conakry simplement. Il faut impliquer. Il faut réveiller les compétences qui reviennent aux collectivités locales. Merci. Tant que les collectivités, parce que nous sommes champions en cela. Ah bon, c'est pas mon problème, mais je ne suis pas intéressé. 3 secondes. C'est pas moi. Tomber. Bien. Merci Daouda, merci d'être bref. Non. Qu'il grignote dans mon temps. Je vais juste dire, tout ça, le résumé en tout cas moi que je me fais, c'est que tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de politique en fait de l'assainissement. Il n'y a pas de politique. Quelqu'un citait Soriba Sorel. Et je vous donne juste un exemple. Il avait, au-delà de créer cette police, il dit qu'on arrête toute personne qu'on voit jeter des ordures dans la rue. Mais après, le problème, c'est que quand vous arrêtez quelqu'un, vous l'envoyez, il faut le juger parce que vous pensez qu'il a fait un délit. Vous le jugez, mais il n'y avait pas une loi en Guinée à l'époque. Il y avait une loi qui réprime ça, qui ne prévoit. Vous ne pouvez pas. Donc quand il n'y a pas de loi, vous ne pouvez pas. Il y avait ce vide juridique. Je ne sais pas si c'est résolu ou pas. Jusque-là, oui. La deuxième chose. Je crois que Mori Kondé, à un moment, disait qu'il travaillait là-dessus. Je ne sais pas il y a quoi sur quoi Mori ne travaillait pas. Donc la deuxième chose, la deuxième chose, on a vu le même Soriba Sorel à l'époque, paix à son âme, qui faisait quand même des efforts, qui faisait beaucoup d'efforts. Les samedis d'assainissement, je pense que ça n'a même pas commencé à son temps. Nous, on était formalisé après, mais donc il a eu la politique ici. Quand vous ramassez, je ne sais pas si c'est 5 pneus, on vous donne un sac de riz. Il a rempli la cour de pneus. Mais après, on ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait de ces... Parce que ces pneus aussi étaient des déchets. Qu'est-ce qu'on en faisait? Où on transformait? Donc, il y a la question d'une politique nationale de l'assainissement qu'on n'a pas encore en main. Il faut l'avoir, responsabiliser maintenant les acteurs et faire en sorte que chacun joue son rôle. Tant que cela n'est pas fait, on fait du pilotage à vue et c'est comme ça qu'on a toujours fait. Babila, moi dans mon quartier, en fait la ruelle qui sort de chez moi, elle est bloquée par les ordures. C'est-à-dire que les ordures vous disent vous ne sortez pas aujourd'hui. Je vais t'expliquer. Donc ce qui se passe entre les PME qui doivent collecter dans les ménages et Albert qui vient chercher les ordures dans les bacs à ordures, on n'a pas dit aux citoyens quel type d'ordures on ne met pas dans les bacs à ordures. Parce qu'en fait, même quand quelqu'un a son lit qui est gâté, il le prend, il va le mettre à côté des bacs à ordures, de sorte que de Symphonia à Lambani, vous avez des ordures partout. Je vais t'expliquer un peu. En une minute, en fait, il y a 2 éléments fondamentalement. Premièrement, il y a l'irresponsabilité de l'État vis-à-vis de ses partenaires avec lesquels il a scellé des contrats. Le 20 mars 2019, l'État a signé un contrat de gestion des déchets avec Yezil Adamlar. Yezil Adamlar, c'est une filiale de la société Al-Bayrak qui gère le port de Conakry. Le contrat s'étendait sur 4 ans, donc en 2019, le 20 mars, sur 4 ans avec un montant annuel de 26 milliards 734 359 000 francs guinéens. Ça, c'est par an, pour justement
la collecte, ce qui est dit, le prestataire qui est Yezil Adamlar, donc la filiale de Al-Bayrak, devrait faire la collecte, la pré-collecte, la collecte et le transport jusqu'à la décharge. C'est à partir de la décharge, le traitement revenait à cette société Pichini, la société italienne. Et derrière, après, même si on découvre qu'il y avait d'autres Guinéens aussi derrière. Maintenant, aujourd'hui, la collecte sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Yezil Adamlar était même parvenu à faire payer un surplus à l'État guinéen à hauteur de plus de 70 milliards, selon nos informations. Et donc ça devrait être réglé. Dans l'avènement du CNRD, on a tout arrêté, on a tout bloqué pour essayer de voir clair là-dedans. Je ne sais pas ce qui a découlé justement de ce blocage, qu'est-ce qu'ils en ont fait après. Mais ce que les gens ne savent pas, l'ANASP qui est là, on se plaint de... L'ANASP, c'est un instrument vide. Ouais. C'est un instrument vide qui est censé mettre en place la politique de la salubrité publique. Mais c'est un instrument vide. Est-ce que vous savez que le ministère des Travaux publics est impliqué dans la gestion justement de l'assainissement de la ville de Conakry? Bien. Donc, ce ne sont pas des spécialistes. Eh bien, il y a un business, même le recrutement des PME, le ministère des infrastructures, c'est ce ministère qui est chargé du curage des caniveaux. Et donc, il y a le MATD qui est impliqué à travers l'ANASP, mais aussi avec les collectivités. Les collectivités n'ont pas les ressources et nous apprenons dont elles ont besoin. Il y a des hauts responsables dans les ministères concernés qui prennent de l'argent même avec les sociétés privées. Tu peux créer une PME aujourd'hui. On te recrute au niveau du... Tu te rappelles de l'affaire AudioGate? Bien. C'était par rapport à ces PME qui faisaient le curage des caniveaux, le partage de l'eau. Et donc, quand c'est comme ça, tous les acteurs, au lieu d'être focus sur l'objectif qui est de débarrasser Conakry de cet état d'immondice, on n'est pas concentré sur ça. Ce qui préoccupe essentiellement, c'est comment se partager, n'est-ce pas, ces butins-là, ces montants qui sont débloqués dans le cadre justement de l'assainissement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut interroger la responsabilité de l'État vis-à-vis de ses partenaires. Est-ce que les clauses contractuelles qui lient l'État guinéen à la société Yezil Adamlar sont en train d'être respectées? Si tel n'est pas le cas, la défaillance vient d'où? Est-ce que l'État continue de s'acquitter de ses paiements? Ou bien est-ce que... Il faut que tu fasses un dossier estampillé, les brouillés. D'accord. Qui ne passera pas ni dans... je veux dire, ni dans les grandes gueules, ni ailleurs. Il faut qu'on en fasse, c'est important de le savoir. Il n'y a pas de souci. Merci. Et alors, Gaston, pour terminer là-dessus, Garay a parlé d'un cas de conscience collective. C'est vrai que l'État ne joue pas son rôle, mais les citoyens aussi. Et quand vous voyez les gens prendre tous leurs bagages à l'intérieur des quartiers pour venir les mettre à côté des barques là, tout au long du littoral, est-ce que vous pensez que cela aussi c'est normal? Alors comment l'État peut faire pour renverser cette tendance? Est-ce qu'il faut travailler sur la conscience des gens pour leur dire, voilà le type d'ordure que vous pouvez déposer dans les bacs au bord de la route? C'est dans le contrat, voilà, ça revient donc la sensibilisation. Ce travail revient de sensibilisation. Oui. Ce travail de sensibilisation, de communication. Parce qu'il y a des types d'ordures qu'on doit mettre dans les barques. Même dans les établissements, qu'on ne doit pas mettre dedans. Il est consigné, il est écrit noir sur blanc dans le contrat qui a été établi entre Al-Bayrak et l'État guinéen que des sensibilisations devraient même s'opérer dans les établissements, dans les établissements scolaires, dans les médias, à tous les niveaux. C'était à eux le traitement. Voilà, parce que Gaston, tout ça, c'était la société Al-Bayrak. Le citoyen de mon quartier ne sait pas que si son armoire est complètement foutue, ce n'est pas dans la bac les déchets solides qui sont au bord de la route qui doit mettre. Et tout le monde va mettre tout dans les bacs de sorte que... je vous laisse la parole en 30 secondes. L'État a démissionné. Écoutez, vous savez, on dit qu'il faut transférer toutes ces compétences-là aux collectivités locales. Mais rien ne peut aller sans les moyens. Bien. Moi, je vais vous raconter une anecdote. C'est une entreprise, IC Transport, qui était venue en Guinée, qui avait tout mis comme moyen pour pouvoir... débarrasser Conakry, parce que qui avait Conakry une flotte de camions, capitales les plus sales. Il a une grande flotte de camions. Mais je vous dis, le monsieur est venu vraiment prêt. Il se transporte. Et qu'est-ce qu'on en a fait? On lui a pas donné l'opportunité de travailler. On n'a pas donné l'opportunité. Le monsieur a mis son argent dans l'assainissement de Conakry. Au retour, l'État n'a pas pu donner même copec à ce Guinéen. Ça décourage. Écoutez, quand vous parlez de ces collectivités, certes, c'est vrai, on parle d'Al-Bayrak. Al-Bayrak, normalement, on ne doit pas attendre jusqu'à ce que ces bacs-là soient pleins. On doit chaque fois faire vraiment vider. Mais c'est en Guinée, de fois, on dit carrément il n'y a pas de carburant. Et qui doit donner le carburant? Je crois que c'est quand l'État
donne quelque chose à Al-Barak. Al-Barak, à son tour, paye le carburant, paye également ses travailleurs. Tout le problème réside dans le non-paiement. Dans le non-paiement, l'État ne paye pas. Est-ce que le partenaire aussi s'est inscrit dans le strict respect des clauses contractuelles? L'État est un mauvais payeur. Oui, c'est ça la vérité. Il faut conscientiser, il y a de l'incivisme, je suis d'accord. Mais l'État guinéen a été toujours défaillant en ce qui concerne l'assainissement de la ville de Conakry. Alors que faire aussi sur la question du tri, le tri des ordures, pour que les citoyens sachent, voilà tel type d'ordures que vous devez confier justement aux PME qui viennent les ramasser chez vous. Voilà les types d'ordures qu'on doit déposer dans les bacs à ordures qui sont au bord de nos routes. Nous en ferons un grand débat et un grand dossier. Parlons un tout petit peu politique avant de revenir à nos problèmes, à nous, à notre galère, à notre traversée du désert. Et bien entendu, le gouvernement Goumou, Tcherno, je commence par vous pour 1 minute chacun. Est-ce du 2 poids 2 mesures? On pose la question. Après la dissolution du gouvernement, les comptes bancaires ont été gelés, les passeports retirés, les véhicules de fonction immobilisés. On aurait dit qu'ils se retrouveraient illico en prison, justement, je parle donc des anciens membres du gouvernement. Sauf que juste après, on a aperçu dans un premier temps les ministres limogés, Mori Kondé, Ousmane Gawal, en compagnie de celui-là même qui a lu le décret donc, de dissolution du gouvernement, c'est-à-dire le général Amara. Et puis, Guiba, dans une soirée TikTok. Maintenant, une bonne partie du gouvernement, l'ancien gouvernement, est reconduite. Et certainement que tous leurs privilèges sont réactivés. Pendant ce temps, d'autres ne le sont pas. Leurs privilèges ne sont pas réactivés. Mais le PM, quand même, est sorti du pays. Est-ce qu'il y a du 2 poids 2 mesures à l'intérieur même de ce gouvernement dissous? Et au regard de tout ça, est-ce que si on ne punit personne, et les mêmes choses qui leur sont reprochées, maintiennent des gens en prison depuis 2 ans, les Kassouri, les Damaro et autres, est-ce qu'il faut tout simplement les libérer? J'ai fini de poser toutes les questions autour. Vos réponses en 1 minute chacun. Non, je pense que c'est vrai que quand ce gouvernement a été dissous, pour reprendre leurs propres termes, et on a eu l'impression dans la grande opinion que ça devait être une sanction. Mais une sanction par rapport à quoi? En tout cas, le décret ne dit pas que c'est parce qu'il y a eu des malversations financières. Mais quand on a dit qu'on confisquait les documents de voyage et puis les comptes zélés et tout ça, comme certains l'ont dit, on a pensé que la direction, c'était, comme vous l'avez dit, la maison centrale ou tout au moins la Cour de répression des infractions économiques et financières. Mais à date, en tout cas, il n'y a pas un dossier, en tout cas, qui est communiqué concernant un ministre de cet ancien gouvernement. Moi, je ne suis pas contre qu'on ne restitue pas à ces gens leurs documents de voyage, parce que c'est une question de droit. En fait, c'est ce qu'on a reproché aussi à la même justice quand il s'est agi des anciens dignitaires. Il y en a contre qui on a rien, mais les gens, jusqu'à présent, ça fait 2 ans maintenant qu'on a leur passeport. Et leurs comptes bancaires restent gelés. Sont gelés. Donc, c'est 2 choses. C'est-à-dire que vous reprochez à un citoyen, à un ministre ou à un ancien ministre des faits de corruption ou alors de détournement de deniers publics. Il y a une action en justice qui est engagée. La justice, de façon indépendante et sereine, mène ses enquêtes, mène le procès, si procès il y a. Mais je ne suis pas d'accord que de façon systématique, parce qu'on a appartenu à un gouvernement du président Alpha Condé ou parce qu'on a appartenu à un gouvernement du CNRD qui a dessus, que tout le monde doit aller tout de suite en prison, que personne ne doit être reconduit. Même par rapport à cette question de reconduction, je disais que dans ce gouvernement, c'est vrai que de façon globale, les gens n'ont pas répondu aux attentes des Guinéens. Ils ont déçu les Guinéens, mais à l'intérieur, il y avait des gens qu'on pouvait aussi reconduire qui avaient quand même des résultats. Et c'est sur la base de cela peut-être que le CNRD estime que ceux-là qu'il a reconduits méritaient d'être reconduits. C'est son explication à lui.
le CNRD, nous on peut avoir la nôtre, mais je ne trouve aucun mal à cela. Tout ce que je pourrais dire, c'est de faire en sorte que la même chose qu'on a faite concernant ce gouvernement, en triant sur le volet, en voyant tel, on ne reproche rien, après on lui restitue son passeport, qu'on essaie de voir aussi les autres qui sont là depuis 2 ans. 2 ans en prison. Ils n'ont pas d'affaires judiciaires, mais ils ne peuvent pas sortir et respecter le droit. Oui, Daouda Mohamed Kamara. Oui, c'est ce que j'ai dit quand on parlait tout à l'heure de l'autre sujet. J'ai dit il faut Vous avez l'info aussi que Goumou est hors du pays. Oui, j'ai lu cette info aujourd'hui sur Avenir Guinée. C'est sur Avenir Guinée. Après, entre-temps, j'ai aussi cherché à savoir. Mais derrière, il faut déjà dire, je l'ai dit tantôt, on ne peut pas penser pouvoir tout le temps gouverner avec les contre-vérités. On ne peut pas continuer tout le temps à gouverner avec les contre-vérités. Il faut dire la vérité aux citoyens pour vous permettre de poser les actes que vous avez à poser. Aujourd'hui, on ne nous a pas dit en réalité pourquoi on a dissous le gouvernement Goumou. Sinon, l'opinion avertie, savait, voyait les choses venir, savait que ce gouvernement... Mais logiquement, vous vous attendiez à quoi? Non. Vous disiez que c'est pour des fautes lourdes. Quand on dit geler les comptes, quand on dit saisir... Non, c'est pour ceux qui ont été surpris. C'est pour ceux qui ont été surpris de la dissolution du gouvernement, qui vont dire on s'attendait à tel ou à tel. Il y avait, c'était le scénario d'arachide avec une graine pourrie. Vous avez la bouche pleine d'arachide, une graine pourrie dedans, vous crachez tout. Donc, il y avait quelques graines pourries dans ce gouvernement, pas pourries pour l'opinion, mais pourries parce qu'on ne pouvait plus faire avec. Donc, il fallait passer tout de suite à la dissolution, mais tout le bruit qui a suivi, gel de comptes ou ci ou cela. Donc, aujourd'hui, c'est du vent, tout simplement. les fils à papa sont revenus. C'est du vent. Il y a des gros travailleurs qui ont été remerciés. On ne sait pas pourquoi ils ont été remerciés. Il y en a qui sont revenus, on ne sait pas pourquoi ils sont revenus. Je crois qu'ils sont en train de faire leur spectacle, leur kermesse. Et nous suivons bien la kermesse avec les artistes qui passent sur le podium. Nous les observons. Quand la kermesse va finir, à pas de charge. Et peut-être qu'on va reprendre les cours. Il nous reste pratiquement 5 minutes, Babila, rapidement là-dessus. Est-ce qu'on arrive à un moment où il faut libérer ceux qui sont en prison pour les mêmes raisons? Absolument, pour ceux qui veulent entendre raison. C'est malheureux pour notre pays et d'assister à toutes ces situations-là, que des personnalités qui, à un moment donné de leur histoire, ont servi ce pays, si elles doivent être confrontées à de telles difficultés, que ce soit sur la base du juste, de la légalité, que ce soit sur la base du droit. Une pensée spéciale donc à tous ces détenus politiques, moi j'appelle maintenant ainsi, qui sont victimes de la justice des vainqueurs. Depuis plus de 2 ans, ils sont en prison. Toutes les lois en matière de répression, de délits économiques et financiers, commence d'abord par la prévention, la détection et la répression. Vous prévenez, vous détectez avec des éléments de preuve et vous tentez de réprimer par la justice. Mais avec le CNRD, on a assisté à quoi? On a commencé par mettre la charrue avant les bœufs. Donc, on a commencé par la répression, on met les gens en détention et on se met à chercher des preuves. Pendant plus de 2 ans, sans preuve, eh bien, ils sont en détention. Pendant ce temps, ce qui est malheureux, on continue de dire au peuple de Guinée que la transition CNRD, c'est d'abord le social. C'est quoi le social alors? Le social, on a quand même... comment on appelle ça, dans notre devise, la solidarité. La solidarité voudrait quoi? Vous avez des papas des autres qui sont détenus depuis plus de 2 ans. On peut reprocher ce qui est soupçonné à ces messieurs, à certains qui sont dehors aujourd'hui, qui ne sont pas en prison. Donc, conclusion, il faut les libérer. Mais Ouri, pour terminer là-dessus, de tout le gouvernement qui a été dessus, mais tous ces membres-là sont mouillés jusqu'à la moelle épinière. Et vous avez des dossiers. J'assume, on a des dossiers là-dessus. On reviendra là-dessus. On le présentera au peuple de Guinée. C'est là, les gens comprendront qu'il ne s'agit pas véritablement d'une lutte contre la corruption.
Voilà, Thierno, nous sommes brouillés, je l'ai dit, depuis 5 mois maintenant. Et la mission de RSF est en Guinée depuis lundi. Et certainement, si elle n'est pas partie aujourd'hui. Est-ce que vous étiez à la conférence de presse? Qu'est-ce qu'on peut, retenir justement de cette mission de RSF en Guinée, dans une période de galère pour les médias? C'est dans la presse que j'ai vu qu'une mission de RSF séjournait en Guinée. Je ne sais pas pour quel objectif et quels en sont les grands enseignements. Mais tout compte fait, c'est que j'imagine que s'ils sont là, c'est pour aussi apporter leur soutien aux médias qui sont brouillés, mais aussi peser de leur poids pour maintenir la pression que nous, on est en train de mener depuis très longtemps, afin que les autorités puissent finalement nous aider à sortir de cette situation. Parce que on ne cessera jamais de le dire, ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment inédit. Personne ne peut se le souhaiter. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs que l'État lui-même a du mal à sortir de façon plus ou moins, officielle pour assumer véritablement ce qui est en train de se passer. Parce que c'est du gangstérisme que l'État se comporte comme ça. C'est lui-là qui était censé nous garantir certaines libertés. C'est lui qui nous donne du fil à retordre aujourd'hui en brouillant des médias, en décrochant d'autres sur le bouquet Canal+, où ils sont le plus visibles. Je pense que de façon globale, on est arrivé à un moment, parce qu'on a dépassé carrément le cap de 3 mois, de 4 mois depuis que cette situation a commencé. Et l'actuel Premier ministre avait promis de nous aider dans ce sens et de rendre compte au chef de l'État suite à la rencontre que nous avons eue avec lui. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est à ce que le Premier ministre reprenne ce dossier en main et que véritablement des solutions soient apportées à ce qui est en train de se passer.